Tout a changé pendant que tu étais à l'hôpital. Cette maison ne t'appartient plus. Tu n'as plus ta place ici. Trouve un autre endroit où vivre. Je me suis figée. La blessure, encore non cicatrisée, pulsait douloureusement. Je n'arrivais pas à croire que ces mots sortaient de la bouche de mon seul fils, celui à qui j'avais consacré toute ma vie. Je n'avais été hospitalisée que 3 semaines, à cause de complications liées à mon opération de la hanche. Je suis rentrée, avec l'espoir de retrouver les miens, pour découvrir la porte fermée sur le foyer qu'Anthony et moi avions patiemment bâti pendant 30 ans. À cet instant, j'ai compris la trahison. Ce n'était pas seulement la perte de ma maison, c'était le début d'un plan plus sombre que je ne parvenais pas encore à saisir. Si tu t'es déjà demandé ce qui se passe lorsqu'une mère est poussée à sa limite absolue, continue de lire et dis-moi dans les commentaires depuis quelle ville tu lis ceci. Mes papiers de sortie d'hôpital se froissaient dans ma poche quand le taxi s'est arrêté devant ma maison de style classique. 21 jours avaient semblé une éternité. Les complications de mon opération de la hanche m'avaient tenue prisonnière de la fièvre et de l'infection, pendant que le monde continuait de tourner sans moi. J'étais épuisée, mais soulagée de rentrer enfin chez moi. Chez moi. La maison à 2 étages qu'Anthony et moi avions restaurée avec amour au cours de nos 30 années de mariage, se dressait devant moi, baignée par la lumière de fin d'après-midi. Les roses que j'avais plantées il y a des décennies fleurissaient encore le long de l'allée, mais elles avaient clairement besoin de soins après mon absence. « Vous voulez de l'aide pour vos bagages, madame ?» demanda le chauffeur en jetant un coup d'œil à ma canne. « Juste jusqu'à la porte, s'il vous plaît, » répondis-je, la voix desséchée par l'air de l'hôpital. Mon fils doit m'attendre. La porte d'entrée s'ouvrit avant même que nous l'atteignions. Richard, mon fils unique, se tenait sur les seuils, mais sans le sourire que j'attendais. À la place, son visage affichait une expression que je ne lui avais jamais vue. Froide, distante, résolue. Sa voix reprit ce même ton sec, formel. Derrière lui, j'aperçus un mouvement dans le salon. Sa femme, Véronica. Et étaient-ce ses parents ? « Richard, qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je en avançant. Il bloqua l'entrée, sans se pousser. « Tu n'aurais pas dû venir, nous t'attendions demain. » Le chauffeur posa ma petite valise près de moi, sentant la tension. Je le payai vite, souhaitant soudain qu'il ne parte pas. « Il n'y a pas de façon simple de te le dire, » poursuivit Richard, tandis que le taxi s'éloignait. « Les choses ont changé pendant ton hospitalisation. Cette maison ne t'appartient plus. » Un frisson me parcourut, sans rapport avec mon corps encore convalescent. « De quoi parles-tu ? » Nous avons pris des dispositions. Les parents de Véronica devaient venir de Dallas, et cette maison a bien plus d'espace que tu n'en as besoin. Les documents sont déjà signés. Tu vas devoir trouver un autre endroit où vivre. Mon esprit peinait à comprendre. Des documents ? Je n'avais rien signé. Richard, c'est absurde. Laisse-moi entrer chez moi tout de suite. J'avançai encore, m'appuyant lourdement sur ma canne. Cette fois, Véronica apparut à ses côtés. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, et elle portait ce que je reconnus immédiatement. Mes boucles d'oreilles émeraudes, le cadeau d'Anthony pour nos 25 ans de mariage. « Isabella », dit-elle, avec cette douceur fausse que j'avais appris à reconnaître au fil des années. « Nous avons déjà emballé tes effets personnels. Ils sont dans des cartons au garage. Nous pouvons les envoyer là où tu logeras. » Derrière eux, les parents de Véronica, Raymond et Claudia Sterling, émergèrent. Au fil des ans, je les avais à peine vus plus que quelques fois. Raymond, grand et élégamment athlétique, aux cheveux argentés, m'avait toujours paru arrogant. Claudia, avec son expression perpétuellement jugeante, ne se donnait même pas la peine de cacher son mépris pour ma maison modeste. Cette maison
où elle se tenait maintenant, comme si elle en était propriétaire. « Je suis désolée que ça en arrive là », dit Raymond, d'une voix qui n'avait rien d'un regret. Mais Richard a été très clair. La maison a été transférée légalement. « Légalement ?» réussis-je à balbutier. « C'est impossible. Je n'ai rien signé. » Le visage de Richard se durcit. « Procuration. Tu te souviens des papiers que tu as signés avant l'opération pour les décisions médicales ? Ils incluaient aussi les affaires financières. » La révélation me frappa comme un coup de poing. Oui, j'avais signé une liasse de documents tendus par mon propre fils. J'étais anxieuse à propos de l'intervention. Je lui faisais confiance aveuglément. Je n'avais même pas lu au-delà de la première page. « Tu m'as piégée », dis-je. Les mots semblaient creux, insuffisants face à l'ampleur de la trahison. « Nous faisons ce qui est le mieux pour tout le monde », intervint Véronica. « Cette maison est trop difficile à entretenir pour toi seul. Richard la gère depuis des années. »« Ne reviens pas ici », conclut Richard d'une voix ferme. « On t'enverra tes affaires. La décision est définitive. » Je restais là, appuyée sur ma canne, à fixer le fils que j'avais élevé, le petit garçon à qui j'avais raconté des histoires le soir, l'adolescent à qui j'avais appris à conduire, l'homme dont j'avais payé les études en faisant des heures supplémentaires. À présent, c'était un étranger portant le visage de mon fils. « C'est illégal, » dis-je doucement. « Et tu le sais. »« C'est fait, » répondit-il froidement. « Ne rends pas ça plus difficile. » Quelque chose se brisa en moi, mais pas comme il l'avait prévu. Pas de larmes, pas de supplications. Une clarté glacée, une détermination que je n'avais pas ressentie depuis mes années à superviser la conformité bancaire. « Profitez-en alors, » dis-je simplement en me tournant. « Profitez de tout. » La confusion sur leur visage face à mon calme rendit presque la dévastation supportable. Presque. En boitant vers le taxi, j'eus la présence d'esprit de demander au chauffeur d'attendre. Je sortis mon téléphone, pas pour appeler la police. Pas encore. Ça viendrait plus tard, à mon rythme, à ma manière. À la place, j'envoyai un seul message à Gloria Evans. Plan B. La chambre d'hôtel au centre-ville de Phoenix était impersonnelle, mais propre. Un refuge temporaire pendant que je retrouvais mes forces et ma lucidité. Mes mains tremblaient encore quand je m'assis sur le bord du lit en fixant mon téléphone. Gloria répondit immédiatement. « Reste en sécurité, j'arrive. » Gloria Evans et moi étions amies depuis 40 ans, depuis l'université. Elle était devenue une avocate redoutable, tandis que j'avais bâti ma carrière dans la conformité bancaire. Après la mort d'Anthony, elle m'avait aidé à organiser mes affaires avec une minutie née de notre paranoïa professionnelle partagée. Et toujours un plan de secours, m'avait-elle conseillé, surtout quand il s'agissait d'argent et de famille. À l'époque, je pensais qu'elle exagérait. Maintenant, sa clairvoyance paraissait presque prophétique. Un léger coup à la porte annonça son arrivée. Malgré l'heure tardive, Gloria était impeccable dans son tailleur, ses cheveux argentés tirés en son chignon habituel. Son expression, en revanche, était une pure fureur. « Ces misérables vautours !» souffla-t-elle avec rage en me serrant dans ses bras avec précaution, consciente de mon corps en convalescence. « Tu vas bien ? Physiquement ou émotionnellement ?» J'essayai de sourire sans y parvenir. Les deux. Elle posa sa mallette sur le bureau et en sortit des dossiers avec une efficacité d'habitude. Je tiens debout, ce qui est déjà ça. Le reste, dis-je en me laissant retomber sur le lit. Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller et que tout ça ne sera qu'un cauchemar dû à la fièvre. Son expression s'adoucit un instant avant de reprendre son masque professionnel. J'ai déjà commencé le processus. La documentation du trust est solide.
Anthony était méticuleux. Le transfert de la maison ne résistera pas à un examen juridique. Combien de temps, demandai-je, pour invalider ce transfert frauduleux? Quelques semaines, peut-être des mois s'il décide de se battre. Elle marqua une pause. Mais Isabella, il y a autre chose. Quelque chose que j'ai trouvé en examinant tes comptes. Mon estomac se contracta. Quoi? Des retraits inhabituels de tes comptes d'investissement pendant ton hospitalisation. Des retraits importants. Elle me tendit un relevé imprimé. Je le parcourus rapidement. Mon expérience bancaire détecta immédiatement les irrégularités. 5 virements totalisant plus de 220 000 $. Tous vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Tous réalisés avec des signatures numériques prétendument de moi. Pendant que j'étais à peine consciente en soins intensifs, murmurai-je, ressentant tout le poids de la trahison. Ils ne m'ont pas seulement pris ma maison, ils sont en train de vider mes comptes. Il y a pire, continua Gloria d'une voix grave. Mon assistante juridique a fait une vérification préliminaire sur les Starling. Leur entreprise de conseil immobilier à Dallas a plusieurs plaintes qui ont été mystérieusement retirées avant toute enquête officielle. Et le profil LinkedIn de Véronica indique une expérience dans 3 sociétés de prêts hypothécaires qui ont fini par fermer à cause de violations réglementaires. Tout s'emboîta avec une netteté glaciale. Ils sont impliqués dans une fraude hypothécaire? Gloria hocha la tête. Et ils la planifient probablement depuis des mois, attendant le bon moment. Ton hospitalisation leur a donné l'occasion parfaite d'accélérer. Mon esprit revint aux conversations de l'année écoulée. L'intérêt grandissant de Véronica pour mes finances, les questions soi-disant innocentes de Richard sur mes comptes et mes contacts. Les fondations de cette trahison avaient été posées bien avant mon opération. Richard, dis-je, son nom se coinçant dans ma gorge. Tu crois qu'il sait ce qu'ils font? Le silence de Gloria était une réponse. Je lui ai appris mieux que ça, murmurai-je à peine audible. Son père lui a appris mieux aussi, répondit-elle, douce mais ferme. Les gens changent, Isabella, surtout quand l'argent entre en jeu. La question maintenant, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Je fermai les yeux, sentant le poids de 67 ans consacrés à bâtir une carrière, une famille, un foyer. Quand je les rouvris, quelque chose en moi s'était durci. Tout, répondis-je. Je veux tout faire pour récupérer ce qui est à moi et les faire répondre de leurs actes. Tout le monde, même Richard. Un sourcil de Gloria se releva à peine. Pas de clause de protection maternelle, dis-je. Il a fait son choix. Le dire faisait mal, mais c'était vrai. S'il est impliqué dans quelque chose d'illégal, il mérite ce qui arrive. Elle hocha la tête, satisfaite de ma détermination. Alors il faudra être intelligente, stratégique. J'ai des contacts au service des crimes financiers du FBI qui seraient très intéressés par ce que nous avons découvert. J'ai des contacts aussi, répondis-je, en pensant à d'anciens collègues. Mais je ne veux pas aller trop vite. Ils pensent que je suis vaincue, une vieille femme impuissante qui va se retirer en silence. Cette perception nous donne un avantage. À quoi penses-tu? Je sortis de mon sac un petit carnet noir, mon talisman de mes années de banque. D'abord, on documente tout. Chaque retrait, chaque faux document, chaque mensonge. Ensuite, on suit la trace de l'argent. S'il monte une fraude, il y aura des schémas. Gloria sourit, ce sourire acéré, prédateur, que je connaissais depuis notre jeunesse. Et ensuite? Ensuite, dis-je, sentant une détermination froide me traverser. On referme le piège au moment où ils s'y attendent le moins. Nous avons commencé à tracer le plan. Mon téléphone vibra, un message de Richard. « Maman, on a besoin des mots de passe de tes comptes d'investissement pour transférer le reste des fonds pour tes soins. Envoie-les au plus vite. » Je montrai le message à Gloria, qui secoua la tête, écœurée. « Je réponds quoi ?» demandai-je. « Rien, pas encore, » répondit-elle. « Qu'il se demande,
qu'il s'inquiète. Je hochais la tête et posais le téléphone. L'ancienne Isabella aurait répondu immédiatement, pressée d'apaiser les tensions, de maintenir la paix à tout prix. Mais cette Isabella-là était restée sur le seuil de la maison qu'il m'avait volée. Cette Isabella jouait sur le long terme, retranchée dans une chambre d'hôtel. Je renouais avec ma meilleure amie et avocate, Gloria, qui révéla une nouvelle choquante. Non seulement ils avaient saisi ma maison, mais ils vidaient aussi mes comptes pendant mon hospitalisation. En découvrant des mouvements suspects dans l'historique professionnel des Sterling, je dus affronter l'idée déchirante que mon propre fils était impliqué dans quelque chose de vraiment sinistre. Toujours en convalescence, mais plus ferme dans ma résolution, je pris une décision clé. Au lieu de les confronter immédiatement, je les laisserais croire qu'ils avaient gagné, pendant que je bâtissais en silence le dossier qui signerait leur perte. « Tu dois voir ça », dit Gloria en faisant glisser son ordinateur portable sur le bureau de l'hôtel. 3 jours avaient passé depuis mon expulsion humiliante. Nous nous étions installés dans une suite plus confortable, en résidence hôtelière, payant en espèces pour ne laisser aucune trace électronique. Mes forces physiques revenaient lentement, même si les blessures émotionnelles restaient à vif. L'écran affichait des relevés fonciers de mon quartier. Je plissais les yeux, parcourant le document. Le 3e en partant du bas, indiqua Gloria. Mes yeux s'écarquillèrent. La famille Miller, 2 maisons plus loin, avait vendu sa maison il y a 3 mois. L'acheteur, Sterling Investment Properties, LLC. Ce n'est pas un hasard, murmurai-je. Mieux encore, dit Gloria en ouvrant d'autres documents. La famille Henderson en face a vendu au même groupe le mois dernier. Et le couple de retraités au coin a déjà sa maison sous contrat avec ce même acheteur. Il rachète tout le quartier, soufflai-je, en voyant le plan se dessiner. Mais pourquoi ? Gloria ouvrit une demande de zonage déposée au service d'urbanisme 2 semaines plus tôt, pendant que j'étais encore à l'hôpital. Ils ont soumis une proposition pour changer le zonage de tout le bloc, de résidentiel unifamilial à mixte commercial. La nouvelle me frappa comme un coup. Mon quartier était juste à la limite du district de Phoenix, en pleine expansion. Avec le nouveau zonage, la valeur des propriétés exploserait. Ils utilisent ma maison comme quartier général pendant qu'ils achètent les autres maisons autour, dis-je, comprenant soudain comment tout s'emboîtait. Dès qu'ils contrôlent assez du bloc, ils peuvent imposer le changement et les valeurs vont au moins tripler. Avec les prix actuels, on parle d'un profit potentiel entre 15 et 20 millions de dollars, termina Gloria. Mon expérience bancaire saisit immédiatement l'ampleur du plan. Mais il leur fallait un capital initial énorme pour commencer les achats. D'où viendrait-il ? L'expression de Gloria s'assombrit. C'est là que ça devient inquiétant. J'ai demandé à un ami enquêteur de vérifier des dossiers. Les Sterling ont un historique à Dallas. Ils repèrent des propriétaires vulnérables, surtout des seniors ou des personnes en difficulté financière, et utilisent des prêts prédateurs pour s'emparer de leurs biens. Fraude hypothécaire, dis-je, retrouvant le terme de mes années à la banque. Exactement. Ils proposent un refinancement trop beau pour être vrai. Ils manipulent les estimations avec de faux rapports et structurent les prêts de façon à ce qu'ils échouent inévitablement. Quand les propriétaires ne peuvent plus payer, ils les achètent pour une fraction de leur valeur. Je pensais à mes voisins, beaucoup âgés, vivant avec des revenus fixes dans des maisons possédées depuis des décennies. Des victimes parfaites. Et mes comptes, l'argent qu'ils transfèrent, c'est sûrement le capital de départ. Ils avaient besoin de fonds pour les premiers achats et pour couvrir les frais
jusqu'à ce que le plan rapporte, confirma Gloria. Mon portefeuille d'investissement était la source la plus pratique. La cruauté calculée de tout ça me coupa le souffle. Ce n'était pas seulement ma maison et mon argent. C'était utiliser tout cela pour détruire ma communauté. Des gens qui avaient assisté aux funérailles d'Anthony, qui m'avaient apporté à manger quand je suis devenue veuve. Et Richard ? Demandai-je enfin, donnant une voix au doute qui me hantait. À quel point est-il impliqué ? Gloria hésita avant d'ouvrir un autre dossier. Ceci a été enregistré il y a 3 semaines, à la Dallas First National Bank. La vidéo de sécurité montrait Richard et Véronica entrant ensemble et rencontrant un conseiller. Le rodatage indiquait 2 jours après mon opération, alors que j'étais encore lourdement sédatée en soins intensifs. Je réalisais qu'ils avaient utilisé la procuration pour ouvrir mon coffre. Je compris en reconnaissant la banque où je gardais mes documents importants. Oui, et selon le registre d'accès, confirma Gloria, ils ont retiré plusieurs éléments, dont l'acte original de ta propriété et les papiers du trust. Je fermai les yeux, submergée un instant. Mon propre fils, le garçon qui réclamait l'équité absolue au jeu de société, qui avait rendu un portefeuille contenant $50. Comment était-il devenu cela ? Il y a autre chose que tu dois voir, dit Gloria doucement, en me montrant une chaîne d'emails. Mes contacts à la SEC me les ont transmis. Les Sterling étaient sur leur radar depuis un moment. Les emails, entre Véronica et son père, dataient d'environ 8 mois. Ils y discutaient de leurs plans, dans un langage à peine voilé, désignant des propriétés de mon quartier, évaluant quel propriétaire pourrait être piégé. Et le plus troublant, ils mentionnaient ma maison comme centre opérationnel une fois qu'ils en auraient le contrôle. Une phrase en particulier me glaça le sang. Encore hésitante, mais cédant. Mère, peu probable de se remettre complètement de l'opération programmée. Calendrier accéléré. Opération programmée ? Répétai-je presque dans un souffle. Ma prothèse de hanche n'était pas une urgence. Elle était planifiée depuis des mois. Isabella. La voix de Gloria ressemblait à un avertissement, comme si elle me préparait à un coup. Ils attendaient ça, poursuivis-je, l'horrible vérité se levant en moi. Ils savaient que je serais vulnérable après l'opération. Ils comptaient là-dessus. Nous ne savons pas si Richard comprenait toute l'ampleur, commença Gloria. Assez, levai-je la main, incapable d'accepter davantage d'excuses pour mon fils. Il en savait assez. Il savait qu'il voulait ma maison, mon argent. Il savait qu'il préparait quelque chose pendant que j'étais incapable de me défendre. La douleur de cette certitude était plus tranchante qu'un scalpel. Mon propre fils ne m'avait pas seulement trahi, il l'avait fait avec calcul et froideur. Je me levai, ignorant la protestation de ma hanche encore fragile, et m'approchai de la fenêtre. La ligne d'horizon de Phoenix brillait sous le coucher du soleil, indifférente à mon drame humain. « Que veux-tu faire ?» demanda Gloria doucement. Je me tournai vers elle, ma décision cristalline. « Je veux justice », répondis-je simplement. « Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qu'ils ont trompés ou s'apprêtaient à tromper. Et je veux récupérer ma maison. » Gloria hocha la tête, sérieuse. « Alors il faudra avancer prudemment. Il croit déjà avoir gagné. Ça nous donne l'effet de surprise. » « Tant mieux, » répondis-je. Un plan se formait déjà dans mon esprit, parce que j'allais leur donner la surprise de leur vie. En examinant les registres fonciers avec Gloria, un schéma inquiétant est apparu.
Les Sterling achetaient méthodiquement des maisons dans tout mon quartier, préparant un plan de rezonage ambitieux qui valait des millions. La trahison m'a blessée encore davantage lorsque j'ai découvert des preuves que Richard n'était pas seulement un opportuniste. Il connaissait les projets depuis des mois. Il avait peut-être même calculé la prise de contrôle pour qu'elle coïncide précisément avec mon opération. Alors que ma communauté et mes voisins de toujours étaient menacés par leurs manœuvres prédatrices, ma détermination s'est durcie. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer ma maison. Il s'agissait d'arrêter une opération de fraude sophistiquée avant que d'autres personnes vulnérables n'en deviennent victimes. Et j'étais précisément la personne qui savait comment faire. « Isabella, es-tu sûre de toi ?» demanda Gloria avec inquiétude en me regardant me maquiller dans le miroir de la salle de bain de l'hôtel. « Ta hanche guérit encore. » J'ai passé 21 jours dans ce lit d'hôpital à me sentir impuissante, répondis-je en appliquant mon rouge à lèvres d'une main sûre. J'en ai fini avec l'impuissance. Une semaine s'était écoulée depuis mon expulsion. Pendant ce temps, Gloria et moi avions reconstruit méticuleusement le fonctionnement de l'opération des Sterling. Leur activité à Dallas avait laissé une traînée de victimes financières, des seniors qui avaient tout perdu à cause de contrats prédateurs et de documents falsifiés. À présent, ils reproduisaient la même escroquerie à Phoenix, en utilisant ma maison comme base. « Il faut que le timing soit parfait », lui rappelai-je en me donnant un dernier regard dans le miroir. Mon élégant tailleur-pantalon gris et mes bijoux discrets projetaient exactement l'image que je voulais. Pas celle d'une vieille femme vaincue, mais d'une professionnelle de la banque avec des décennies d'expérience. « Les agents sont discrets », confirma Gloria. « Ils sont prêts. Ils n'agiront que lorsque nous donnerons le signal. » Après avoir découvert l'ampleur de l'escroquerie, nous avions porté nos preuves à l'unité des crimes financiers du FBI. Les agents construisaient un dossier contre les Sterling depuis des mois. Mais il manquait de l'accès interne que nous pouvions désormais leur offrir. Nous avons conclu un accord. Ils reporteraient les arrestations immédiates pour nous laisser recueillir des preuves plus solides. Et en échange, j'aurais la priorité pour récupérer mes actifs. Souviens-toi, il nous faut une preuve documentée qu'ils utilisent mon identité et mes informations financières. Je récitais les points clés de notre stratégie. Accès bancaire, signature falsifiée, reconnaissance explicite du plan. Sans ces documents, ils pourraient prétendre que j'ai tout cédé volontairement. Gloria acquiesça en regardant sa montre. Le rendez-vous hebdomadaire de Véronica au salon commence dans 30 minutes. Elle sera sortie au moins 2 heures. Raymond et Claudia sont à une visite immobilière de l'autre côté de la ville. Et Richard, selon son agenda, ne rentrera pas du travail avant 17 heures. Parfait. La routine prévisible de mon fils, que j'avais autrefois trouvée attendrissante, était désormais mon avantage stratégique. Je pris une profonde inspiration pour me stabiliser. Allons-y. Le taxi me déposa à 2 pâtés de maison de chez moi. Je marchais lentement, utilisant la canne davantage comme une façade de fragilité que pour un réel soutien. Le quartier semblait le même que toujours, avec ses jardins bien entretenus, ses vieilles maisons et le grand chêne à l'angle où Richard avait construit une cabane. Pourtant, tout me paraissait différent, souillé par la certitude de ce qui se tramait en secret. En approchant de la maison, je remarquais des changements subtils. Les roses dont je m'étais occupée tant d'années avaient disparu, remplacées par de plantes quelconques. Les meubles de porche qu'Anthony et moi avions restaurés n'étaient plus là. La transformation avait commencé, effaçant les traces de notre famille. Je n'allais pas à la porte d'entrée. Je préférais faire le tour jusqu'à l'entrée latérale, celle qui menait à la cuisine, que, dans ma précipitation pour aller à l'hôpital, j'avais oublié de verrouiller. Pendant des années,
Cela avait été notre secret. Richard, adolescent, l'utilisait pour rentrer en douce après le couvre-feu, croyant que je ne les savais pas. La clé tourna facilement dans la serrure. J'entrai sans bruit, n'attrapant que le son de voix inconnues venant de mon bureau. Suivant le bruit, je m'arrêtai devant la porte entr'ouverte. La signature chez la famille Miller est prévue pour vendredi, dit une voix masculine que je reconnus comme celle de Raymond Sterling. Une fois que ce sera fait, nous contrôlerons 40% du pâté de maison. Et la propriété Henderson ? Demanda une autre voix inconnue, probablement un partenaire. C'est déjà réglé. Nous avons utilisé les identifiants bancaires de Madame Hayes pour obtenir le financement. Propre comme un sou neuf. Ma main serra ma canne avec force. Ils utilisaient mon nom et ma réputation bancaire pour orchestrer leur fraude. Exactement ce qu'il nous fallait prouver. J'activai l'enregistreur sur mon téléphone avant de pousser la porte. La scène se figea comme une peinture. Raymond Sterling, assis derrière le bureau ancien d'Anthony, son partenaire debout près de la fenêtre, tous deux me fixant avec un étonnement à nu. « Bonjour Raymond », dis-je calmement, comme si nous parlions affaires dans mon bureau. « Isabella », réagit-il immédiatement en se levant. « C'est inattendu. Comment êtes-vous entrée ?»« Par la porte », répondis-je directement. La même porte de la maison qui m'appartient toujours légalement. Son partenaire, un homme nerveux dans la trentaine, nous regarda mal à l'aise. « Vous voulez que je repasse plus tard, monsieur Sterling ?»« Inutile, » répondis-je, avant que Raymond n'ouvre la bouche. « Je suis juste venu récupérer des papiers personnels dont j'ai besoin. » L'expression de Raymond se durcit. « Cette propriété ne vous appartient plus. Richard a été très clair là-dessus. »« Oui, il l'a été, » acquiesçai-je en marchant vers le classeur dans le coin. « Très clair sur ses intentions. Tout comme vous êtes clair en utilisant mes identifiants bancaires pour vos opérations de financement. » Le sang quitta le visage de Raymond. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, n'est-ce pas ?» J'ouvris le tiroir du classeur et en sortis un dossier. La propriété Henderson. L'utilisation de mes données pour obtenir des fonds. Je viens de vous entendre en parler. Le partenaire commença à reculer vers la sortie. « Monsieur Sterling, je crois que je ferais mieux d'y aller. »« Isabella est confuse, » dit Raymond sèchement. « Son hospitalisation récente a affecté son état mental, n'est-ce pas, Isabella ?» Je souris froidement en refermant le tiroir. Mon esprit est parfaitement clair. Assez clair pour comprendre ce que vous, Claudia et Véronica complotez. Assez clair pour me demander si mon fils comprend vraiment les conséquences juridiques de la fraude qu'il facilite. Le visage de Raymond changea. Le masque d'inquiétude se dissolvant pour révéler une menace pure et calculée. Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit. Et même si vous en aviez, personne ne vous croirait plutôt que votre propre fils. Maintenant, sortez, avant que j'appelle la police et que je vous fasse expulser pour intrusion. Je hochai la tête, comme si j'évaluais ses paroles. Vous avez raison sur une chose, Raymond. La preuve est essentielle. Je levai mon téléphone, affichant clairement l'application d'enregistrement. C'est pour ça que j'ai fait en sorte de l'obtenir. Ses yeux s'écarquillèrent de fureur, effaçant toute surprise. Donnez-moi ce téléphone. Je ne crois pas. Je reculai vers la porte, le cœur battant, même si je paraissais extérieurement calme. J'ai ce que je suis venu chercher. Profitez de la maison tant que vous le pouvez. Alors que je me tournais pour partir, Raymond se jeta sur moi, agrippant mon bras avec une force qui laissait des marques. Vous ne partez pas avec cet enregistrement. Je n'avais pas anticipé une confrontation physique. Une douleur aiguë traversa ma hanche encore en convalescence, tandis que je luttais pour rester debout. « Lâchez-moi », exigeai-je, élevant volontairement la voix. « Donnez-moi d'abord le téléphone », grogna-t-il, en essayant de l'attraper de l'autre main. À cet instant,
La porte d'entrée vola en éclats. FBI, les mains bien en vue. Les agents Rips et Callahan entrèrent en trombe, armes au poing. Raymond se figea, puis relâcha lentement mon bras, levant les mains. Notre plan de secours, activé par l'application Bouton Panique sur mon téléphone, avait fonctionné parfaitement. Isabella Hayes, l'agent Rips s'approcha pendant que son partenaire maîtrisait Raymond. « Ça va ?» ?»« Oui, répondis-je, en m'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Et je crois avoir quelque chose qui vous intéressera beaucoup. » Prenant un risque calculé, j'étais retournée dans ma maison, profitant de l'absence de Véronica et entrant par une porte latérale oubliée pour surprendre Raymond Sterling en plein milieu d'une discussion sur ses fraudes. Confronté, son étonnement initial s'était transformé en attitude menaçante, forçant nos contacts au FBI à intervenir plus tôt que prévu. Bien que la confrontation soit devenue physique, j'avais réussi à obtenir la preuve dont nous avions besoin. Un enregistrement où Raymond admettait explicitement utiliser mes identifiants bancaires dans son stratagème. Alors qu'on l'emmenait menotter, je compris que ce n'était que le début du démantèlement de toute leur opération. Le véritable test viendrait lorsque mon fils découvrirait ce qui se passait et que sa mère était responsable de la chute des Sterling. Les bureaux du FBI étaient d'une froideur impersonnelle, des murs beiges, du mobilier fonctionnel, une légère odeur de café et de papier. J'attendis dans une salle d'entretien, ma hanche me lançant malgré l'antalgique renforcée que l'agent Rips m'avait proposée. « Madame Hayes, » commenta l'agent Callahan en refermant son carnet, « votre enregistrement est incroyablement précieux. Combiné à la documentation financière que vous et Madame Evans avez fournie, nous avons suffisamment pour obtenir des mandats de perquisition pour toutes les propriétés et les dossiers des Sterling. »« Et ma maison ?» demandai-je. « Et mes comptes ?» Un juge a déjà émis une ordonnance d'urgence gelant toute transaction liée à votre propriété, me rassura-t-il. Personne ne peut la vendre ni la transférer tant que la propriété légale n'est pas clarifiée. Je ressentis un profond soulagement, même si je savais que ce n'était que le début. Les Sterling étaient en garde à vue, mais Richard et Véronica ne savaient encore rien de ce qui s'était passé. « Que se passe-t-il maintenant ?» voulais-je savoir. « Nous exécuterons les mandats de perquisition à leur résidence ce soir, » expliqua Rips. « Madame Sterling sera emmenée pour interrogatoire. »« Quant à votre fils ?» L'agent hésita, adoucissant légèrement son ton professionnel. « D'après vos déclarations, nous devrons déterminer son niveau d'implication éventuel. » La porte s'ouvrit et Gloria entra, le visage sérieux mais satisfait. Les premières ordonnances du tribunal venaient d'arriver. Ils intervenaient simultanément sur les bureaux des Sterling à Dallas. « Madame S » dit Callahan prudemment, « nous comprenons que c'est compliqué. Si vous préférez ne pas être présente quand nous exécuterons le mandat chez vous, je serai là, » l'interrompis-je fermement. « C'est ma maison. Je veux aller jusqu'au bout. » 3 heures plus tard, j'étais dans un véhicule du FBI banalisé, garé en face de chez moi. La lumière du soir déclinait, allongeant des ombres sur la pelouse où Richard jouait enfant. La voiture de Véronica était dans l'allée. Elle était revenue de son rendez-vous au salon, totalement inconsciente que son père était en cours de traitement au centre de détention fédéral. « En position » murmura Rips depuis le siège conducteur, écoutant les mises à jour dans son oreillette. Madame Sterling S confirmait à l'intérieur, ainsi que sa fille, arrivée plus tôt que prévu. Mon cœur se serra. Richard n'était pas censé être à la maison si tôt. J'avais espéré lui épargner le spectacle public de ce qui allait se produire. J'avais même prévu qu'on l'approche séparément à son bureau. Maintenant, il vivrait toute la force de la descente aux côtés de sa femme. « Vous êtes sûr de vouloir assister à ça ?» demanda Gloria à côté de moi, couvrant ma main de la sienne. Avant que je puisse répondre, un convoi apparut au bout de la rue. 3 berlines banalisées et une camionnette tactique. Elles s'arrêtèrent devant ma maison et des agents en descendirent avec des mouvements synchronisés, certains portant les vestes caractéristiques du FBI. « Agents fédéraux, nous avons un mandat. » Les mots résonnèrent clairement dans le quartier silencieux, alors qu'ils s'approchaient de la porte d'entrée.
Je n'entendis pas la réponse de l'intérieur, mais la porte s'ouvrit. Un instant plus tard, de mon angle, je vis Véronica sur le seuil, son visage passant de la confusion au choc. Derrière elle, Richard apparut, se plaçant protecteur à ses côtés. « C'est le moment », murmura Rips en ouvrant sa portière. « Restez derrière nous, s'il vous plaît. » En traversant la rue, des voisins sortirent de chez eux, attirés par l'agitation. Je sentis leurs regards curieux et inquiets, certains peut-être se délectant du drame en cours. Véronica fut la première à me voir arriver derrière les agents, son calme soigneusement entretenu, brisé. « Toi ?» cracha-t-elle, sa voix montant de façon hystérique. « C'est toi qui as fait ça !» Les yeux de Richard se verrouillèrent sur les miens. Son expression passa de la confusion à l'horreur lorsqu'il comprit que j'étais avec les agents fédéraux, pas interrogée comme eux. « Maman !» Sa voix se brisa légèrement. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Votre mère a fourni des preuves d'une fraude financière à grande échelle commise par la famille Sterling, déclara l'agent Callahan d'un ton formel. Nous avons un mandat pour perquisitionner ces lieux et saisir tous les documents et appareils électroniques pertinents. Fraude ? Répéta Richard, l'air vraiment perdu. Quelle fraude ? C'est absurde. Ça l'est, dis-je en avançant, ma canne marquant un rythme sur le sol. Raymond a été très clair ce matin sur l'utilisation de mes identifiants bancaires pour obtenir des financements frauduleux, dans mon bureau, dans ma maison. Le visage de Véronica se vida de toute couleur. « Tu étais ici ? Comment as-tu fait ?»« La porte latérale, » répondis-je simplement. « Il y a des choses sur cette maison que tu n'as jamais pris la peine d'apprendre, Véronica, comme le fait qu'elle appartient légalement à une fiducie créée par mon défunt mari, et qu'elle ne peut pas être transférée sans la signature de tous les fiduciaires, y compris Gloria, qui n'a certainement jamais rien signé. » Richard me regarda, puis sa femme, de plus en plus désespérée. « Maman, il y a eu un malentendu. On voulait t'aider en volant ma maison, en vidant mes comptes, en installant tes beaux-parents dans une combine immobilière, en utilisant ma réputation financière. » Ma voix resta ferme, malgré le tourbillon d'émotions en moi. Ce n'est pas aider, Richard. C'est de la fraude. C'est du vol. Madame Sterling Hayes, nous devons vous emmener pour interrogatoire, intervint Rips en désignant l'un des véhicules. La surprise de Véronica céda la place à un calme calculé. Je veux mon avocat. Je ne dirai rien sans représentation. C'est votre droit, reconnut Callahan avant de se tourner vers Richard. Monsieur Thompson devra également parler avec vous. Je ne comprends pas, dit Richard d'une voix creuse. Maman, qu'est-ce que tu as fait ? La question, si inversée, si révélatrice de son incapacité à reconnaître sa propre culpabilité, me frappa comme un coup de poing. Qu'est-ce que j'ai fait ? Répétai-je en le fixant. Je me suis protégée, et j'ai protégé d'autres personnes, contre ceux qui pensent pouvoir tout prendre sans conséquence. Je t'ai appris mieux que ça, Richard. Ton père t'a appris mieux que ça. Alors qu'on emmenait Véronica vers un véhicule, elle se retourna avec un venin inattendu. Tu crois avoir gagné ? Tu n'as aucune idée de ce qui se passera quand les avocats de mon père s'en mêleront. Ton père est déjà en détention, l'interrompis-je calmement. Et ta mère aussi. Le FBI perquisitionne actuellement vos bureaux à Dallas. C'est fini, Véronica. Son visage se tordit de fureur, tandis que les agents la guidaient fermement dans la voiture. Richard resta sur le porche, regardant avec incrédulité les agents entrer dans notre maison, portant du matériel pour collecter des preuves. « Maman » murmura-t-il, alors que je me tournais pour suivre Gloria vers notre véhicule. Je ne savais pas tout ce qu'il prévoyait. « Tu dois me croire,
Je m'arrêtai, observant le visage du fils que j'avais élevé, cherchant la vérité dans ses yeux. Peut-être que tu ne savais pas tout, concédai-je. Mais tu en savais assez, Richard. Et malgré tout, tu les as choisis, eux, au lieu de moi. En m'éloignant, j'entendis sa voix brisée derrière moi. Où suis-je censé aller maintenant? Je ne me retournai pas. Cette question résonnait avec celle-là même que j'avais affrontée quand il m'avait jeté hors de ma propre maison. La symétrie ne m'échappait pas. Mais contrairement à mon fils, je ne trouvais aucune satisfaction à sa détresse. Seulement une tristesse profonde pour ce que nous avions tous deux perdu. Certaines trahisons, j'étais en train de l'apprendre, laissent des blessures trop profondes pour un pardon simple. Tandis que les agents du FBI fouillaient ma maison, arrêtaient Véronica et interrogeaient Richard, j'observais depuis l'autre côté de la rue, déchiré entre vindication et douleur. La confusion sur le visage de mon fils, lorsqu'il comprit que j'avais orchestré sa chute, se transforma vite en déni désespéré, prétendant ignorer le plan. Le masque de maîtrise de Véronica finit par se briser, révélant la criminelle calculatrice qu'elle avait toujours été. Et tandis qu'une partie de moi reculait face à la question suppliante de Richard, « Où suis-je censé aller maintenant ?» Je reconnus la justice poétique. Il vivait exactement ce qu'il m'avait fait subir. Certaines leçons coûtent terriblement cher. Mais en m'éloignant de la maison que j'allais bientôt reprendre, je sus que cette confrontation n'était que la première étape d'un chemin plus long vers la justice et peut-être un jour, la guérison. « Tu devrais manger quelque chose, Isabella. » Gloria poussa un récipient de soupe vers moi sur le bureau de l'hôtel que nous avions transformé en bureau improvisé. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'opération du FBI. 3 jours de déposition, de revues de preuves et d'audiences, me laissant presque aucun espace pour digérer ce qui s'était passé. « Je n'ai pas faim, » répondis-je, en examinant le dernier paquet de documents que Gloria avait apporté de son cabinet. « Tu n'as pas eu faim depuis des jours, » insista-t-elle. « Ton corps se remet encore. Tu as besoin de force. » Je soupirai, sachant qu'elle avait raison. Le tollé physique et la tension m'avaient rattrapé. À contre-cœur, j'ouvris le récipient et goûtai une cuillerée de soupe au poulet. Mieux. Gloria hocha la tête, satisfaite. Maintenant, nous devons discuter de la réunion de demain. La réunion dont elle parlait serait ma première rencontre en face-à-face avec Richard depuis l'opération. Il l'avait demandé par l'intermédiaire de son avocat, un jeune défenseur commis d'office nommé Marcus Reed, qui avait contacté Gloria la veille. Il dit qu'il ne comprenait pas l'ampleur de l'opération des Sterling, poursuivit Gloria d'un ton neutre. Il affirme que Véronica l'a tenu dans l'ignorance de presque tout, et que la procuration qu'il t'a poussé à signer lui permettait de transférer des fonds de tes comptes. Je ne pus empêcher l'amertume d'envahir ma voix. Il était dans l'ignorance de ces deux-là aussi. L'expression de Gloria s'adoucit. Je ne le défends pas, Isabella. Je te rapporte seulement ce que son avocat a dit. Je posai ma cuillère, n'ayant plus envie de manger. Qu'est-ce que Reed a dit d'autre? Richard veut coopérer pleinement avec l'enquête. Il a proposé de fournir un témoignage détaillé contre Véronica et ses parents, en échange d'une prise en compte de sa situation dans sa propre procédure. Il les trahit. L'idée n'aurait pas dû me surprendre. Et pourtant, si. Le Richard que je connaissais avait toujours été farouchement loyal. Instinct de survie, suggéra Gloria. Les preuves contre les Sterling sont accablantes. Il prend la décision juridique la plus commode. Et qu'est-ce qu'il veut de moi? Demandai-je, même si je le soupçonnais déjà. Officiellement, rien. La réunion est censée être seulement pour te donner sa version des faits. Le ton sceptique de Gloria indiquait clairement qu'elle ne croyait pas que ce soit toute la vérité. Officieusement, j'ai l'impression qu'il espère que tu parleras au procureur en sa faveur.
La supplique d'une mère pour de la clémence pourrait peser lourd. Je fermais les yeux, épuisé jusqu'au plus profond de moi. L'idée d'affronter Richard, d'écouter ses justifications et ses excuses, me serrait la poitrine. « Tu n'es pas obligé de le voir », me rappela doucement Gloria. « À ce stade, tu ne lui dois rien. »« Je sais, » dis-je, « mais j'ai besoin de réponses, Gloria. J'ai besoin de comprendre comment mon fils a pu devenir quelqu'un capable de faire ça. » La salle d'entretien du bâtiment fédéral était froide et austère. Une table métallique, des chaises inconfortables et un grand miroir qui dissimulait sans doute une salle d'observation. Je m'assis avec Gloria à mes côtés, les mains jointes sur la table pour cacher leur léger tremblement. Quand la porte s'ouvrit, je reconnus à peine l'homme qui entra. Richard, mon fils, toujours sûr de lui et impeccablement soigné, avait l'air défait. Son costume habituel avait été remplacé par un pantalon kaki froissé et une chemise simple. L'ombre d'une barbe de plusieurs jours indiquait qu'il ne s'était pas rasé depuis longtemps. « Maman », dit-il en prenant place en face de moi. Son avocat, un jeune homme sérieux aux lunettes à monture fine, s'assit à côté de lui. « Richard », le saluai-je en tentant de garder la voix stable. Un silence tendu s'étira entre nous. Aucun de nous ne savait comment commencer cette conversation impossible. Madame Hayes prit enfin la parole Marcus Reed. Mon client a demandé cette réunion pour clarifier certains aspects de la situation qu'il estime avoir été mal compris. Je vous écoute, répondis-je, le regard fixé sur Richard, pas sur son avocat. Richard s'éclaircit la gorge. D'abord, je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Quand Véronica et moi avons parlé de ses parents qui viendraient à Phoenix, c'était censé être temporaire. Juste jusqu'à ce qu'ils trouvent leur propre endroit. Et la procuration ? L'interrompis-je. Celle que tu m'as fait signer par ruse avant mon opération ? Il baissa les yeux, honteux. C'était l'idée de Véronica. Elle disait que c'était juste une précaution, au cas où des décisions devraient être prises pendant ta convalescence. Et pourtant, tu t'en es servi pour transférer ma maison et vider mes comptes, l'accusai-je. Il hésita, jetant un regard à son avocat, qui hocha à peine la tête. C'était tout Véronica et Raymond. Il disait qu'il plaçait des fonds dans des investissements plus sûrs pour ta retraite. Je ne savais pas qu'il volait. J'observais son visage, cherchant la vérité dans ses yeux. Il y avait du désespoir, sans aucun doute, de la peur. Mais était-ce un vrai remords ou seulement le regret d'avoir été pris ? La maison, insistai-je. C'est toi-même qui m'as dit que je ne pouvais pas revenir. Tu as tenu la porte de la maison que ton père et moi avons bâtie, et tu m'as dit qu'elle n'était plus à moi. Ses yeux se fixèrent sur la table. Véronica m'a convaincue que c'était pour le mieux. Elle disait que la maison était trop pour toi, que tu serais plus heureuse dans une résidence pour seniors. Il avala difficilement sa salive. Je pensais qu'on t'aidait, ajouta-t-il, parlant de m'avoir mise dehors, avec seulement les vêtements que j'avais sur le dos, et d'avoir laissé mes affaires personnelles dans des cartons dans le garage. Le calme que j'avais maintenu commença à se fissurer. Ce n'est pas aider Richard, c'est de la cruauté. Je sais, murmura-t-il. Maintenant je sais. Qu'est-ce qu'ils avaient contre toi, lâchai-je. C'était la question qui me torturait depuis des jours. Véronica et ses parents. Quel pouvoir avaient-ils sur toi pour que tu trahisses ta propre mère ainsi ? Richard releva brusquement la tête, surpris. Son avocat se tortilla, mal à l'aise. Madame Hayes, intervint Marcus Reed. Nous devrions nous concentrer sur « Non », l'interrompit Richard. Elle mérite de savoir. Il prit une grande inspiration. Il y a 3 ans, j'ai fait de mauvais investissements. J'ai perdu beaucoup d'argent, nos économies, une partie de notre fonds de retraite. J'étais désespérée de le récupérer avant que Véronica ne le découvre. Raymond a proposé d'aider. Il disait avoir des opportunités d'investissement sûres. Il t'a prêté de l'argent, devinai-je.
Richard acquiesça, l'expression abattue. Oui. Puis c'est devenu plus compliqué. J'ai signé des papiers. Je me suis impliquée dans leurs affaires sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Quand j'ai compris ce qui se passait, j'étais déjà mêlée à plusieurs de leurs fraudes. Ils avaient un moyen de pression sur toi, observa Gloria. Ils me tenaient, corrigea Richard amèrement. Véronica a clairement dit que si je ne coopérais pas avec leur plan, son père ferait en sorte que je porte tout le blâme. J'essayais de traiter cette nouvelle information, de la concilier avec le fils que je croyais connaître. Et ma maison, mes comptes, un test de loyauté, admit-il en haussant les épaules de honte, pour montrer que j'étais engagée dans l'opération. Véronica disait qu'une fois le quartier resonné, on gagnerait assez d'argent pour que je puisse te placer confortablement ailleurs. Tu y as vraiment cru ? Je ne pus cacher mon incrédulité. Je voulais y croire, répondit-il doucement. C'était plus facile que d'accepter ce que je faisais vraiment. La sincérité brutale de ces mots me frappa pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. J'aperçus le fils dont je me souvenais. Le garçon qui, pris en train de mentir, finissait par avouer la vérité. Peu importe à quel point cela faisait mal. « Richard, dis-je prudemment, qu'est-ce que tu me demandes exactement aujourd'hui ?» Pour la première fois, il soutint mon regard. « Rien, maman. Je ne mérite ni ton aide, ni ton pardon. Je voulais juste... » Sa voix se brisa légèrement. « J'avais besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire du mal. J'ai été faible et j'ai eu peur. J'ai pris des décisions terribles. Quoi qu'il arrive maintenant, je l'accepterai. » La simplicité et la dignité de sa réponse, si différente des excuses désespérées que j'avais imaginées, me désarma. Avant que je puisse répondre, un coup à la porte nous interrompit. L'agent Rips entra, s'excusant d'un signe de tête. « Désolé d'interrompre, mais nous avons une affaire urgente. Madame Hayes, pourriez-vous sortir un instant ?» Dans une salle d'entretien froide et aseptisée d'un bâtiment fédéral. J'avais enfin affronté mon fils, cherchant des réponses à la trahison qui avait déchiré notre famille. Au lieu des excuses que j'attendais, Richard avait révélé une vérité plus complexe. Il s'était retrouvé empêtré dans les affaires des Sterling des années plus tôt, par désespoir économique, devenu leur pion par le chantage et la manipulation. Même si son explication ne justifiait pas ce qu'il avait fait, admettre que le transfert de la maison était un test de loyauté imaginé par Véronica me donna le premier aperçu du fils que je croyais connaître. Juste au moment où cette révélation douloureuse commençait à changer ma compréhension, l'agent Rips surgit avec une nouvelle urgente, annonçant un nouveau tournant dans une affaire de plus en plus inextricable. Malgré tout, je me surpris à me demander s'il pouvait exister une voie possible au milieu de cette dévastation. Pas un retour à ce qui avait été, mais quelque chose de différent, construit sur une vérité douloureuse, pas sur des illusions confortables. L'agent Rips me conduisit dans une petite salle de conférence au bout du couloir. Gloria suivit de près, son attitude habituellement stable, légèrement altérée, ce qui me mit immédiatement en alerte. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je lorsque la porte se referma derrière nous. « Nous exécutons de nouveaux mandats de perquisition liés au dossier des Sterling », expliqua Rips en posant un dossier sur la table. « Une équipe à Dallas a trouvé quelque chose que vous devez voir. » Elle ouvrit le dossier et en sortit plusieurs photographies, les disposant soigneusement devant moi. Je me penchai,
observant ces images accablantes avec une perplexité grandissante. Elle montrait une chambre d'hôpital privée, du matériel médical et un patient dans un lit. « Je ne comprends pas, » dis-je en levant les yeux. « Quel rapport avec… » Les mots se bloquèrent dans ma gorge lorsque je me focalisais sur la dernière photo. Le patient, c'était moi, inconsciente, reliée à des moniteurs en soins intensifs pendant ma récente hospitalisation. Elles ont été trouvées dans un coffre-fort dissimulé dans le bureau de Raymond Sterling à Dallas, expliqua doucement Rips. À côté, elle posa un autre lot de documents sur la table. Mon dossier médical, des notes de médecin, des ordonnances, mes propres courbes cliniques, qui auraient dû être sous stricte protection à l'hôpital Phoenix Général. « Comment les ont-ils obtenus ?» demanda Gloria, son instinct d'avocate saisissant immédiatement les implications. « C'est ce qui nous inquiète, » répondit Rips. « Les horodatages de ces photos ne correspondent pas aux heures de visite habituelles. Et ces documents contiennent des informations auxquelles des membres de la famille n'auraient normalement pas accès. » Un frisson me parcourut en comprenant ce qu'elle suggérait. Quelqu'un à l'intérieur de l'hôpital collaborait avec eux. Rips acquiesça, sombre. « Nous avons identifié une infirmière qui a consulté vos dossiers à plusieurs reprises, quand ni Richard ni Véronica n'étaient présents. Les relevés téléphoniques montrent plusieurs appels entre cette personne et Raymond Sterling. »« Mais pourquoi ?» demandai-je, cherchant à comprendre pourquoi il me surveillait de si près. Le visage de Gloria avait blêmi tandis qu'elle examinait les documents. « Isabella, regarde ces notes de médication. » Je suivis son doigt jusqu'à une note sur l'un des graphiques, un ajustement de dosage dans ma gestion de la douleur post-opératoire. La prescription initiale avait été barrée et remplacée par une dose plus élevée, écrite d'une autre main. « Votre convalescence a été plus longue que prévu », expliqua Rips avec précaution. « L'infection qui vous a gardé hospitalisé 21 jours au lieu des 5 à 7 habituels. Nous enquêtons pour savoir si elle a pu être provoquée délibérément. » L'implication me frappa comme un coup physique. « Vous dites qu'ils ont essayé de… » Je n'arrivais pas à terminer ma phrase. « Nous ne portons encore aucune accusation », clarifia immédiatement Rips. « Mais nous enquêtons sur la possibilité que quelqu'un ait délibérément tenté de prolonger votre hospitalisation pour donner aux Sterling plus de temps pour exécuter leur plan. » Je serrai le bord de la table, soudain prise de vertige. L'idée que quelqu'un ait manipulé mes soins médicaux, risquant ma vie, était presque impossible à concevoir. « Richard sait-il ça ?» parvins-je à demander. « Pas encore », répondit-elle. « Nous voulions vous informer d'abord à cause de la nature très personnelle de cette découverte. » Gloria posa sa main sur la mienne, l'expression grave. « Isabella, si quelqu'un a intentionnellement altéré tes soins, cette affaire prend une ampleur bien plus grave. Nous ne parlons plus seulement de fraude et de maltraitance des personnes âgées, mais peut-être de tentative. »« Je sais, » l'interrompis-je, incapable d'entendre. La possibilité était trop monstrueuse pour être affrontée directement. « Il y a autre chose, » poursuivit Rips avec un malaise visible. « Nous avons trouvé une police d'assurance vie à votre nom, souscrite il y a 6 mois. Le bénéficiaire est indiqué comme étant Richard Thompson. » J'eus l'impression que la pièce penchait. « Richard savait, » murmurai-je, les derniers fragments d'espoir pour mon fils s'effondrant. Il devait savoir. « Pas forcément, » avertit Rips. « La demande porte sa signature, mais nous avons déjà identifié plusieurs documents falsifiés dans cette affaire. Nous devons enquêter davantage avant de tirer des conclusions. » Je fermai les yeux, essayant de résister à cette nouvelle vague de trahison. Si Richard était au courant de ces manœuvres, s'il avait été complice d'une menace contre ma vie, alors tout ce qu'il m'avait dit dans la salle d'entretien était un mensonge. Cette image de mon vrai fils, que j'avais cru apercevoir, n'était rien de plus qu'une autre manipulation. « Je dois le revoir, » dis-je en ouvrant les yeux, une résolution renouvelée. Tout de suite. « Madame Hayes, avec ces nouvelles informations, nous vous conseillons de ne pas… » commença Rips.
Je dois voir son visage quand il apprendra ça, insistai-je. C'est comme ça que je saurais s'il savait. Après 21 ans comme responsable conformité et toute une vie comme mère, j'avais développé une capacité presque surnaturelle à détecter les mensonges. Je devais regarder Richard dans les yeux quand cette bombe tomberait. Rips hésita, puis acquiesça. Nous allions de toute façon l'interroger à propos de ces éléments. Si vous insistez pour être présente, nous pouvons l'organiser. Quand nous retournâmes dans la salle, Richard et son avocat parlaient à voix basse. Son avocat se pencha en avant, immédiatement sur ses gardes. Agent Rips, mon client a pleinement coopéré. Si vous insinuez qu'il a participé à quoi que ce soit de... Je n'insinue rien pour l'instant, coupa Rips. Je demande une explication de ces documents. Je ne peux pas l'expliquer, parce que je n'y suis pour rien. La voix de Richard monta, paniquée. Véronica gérait toutes nos assurances. Elle disait qu'on mettait à jour nos polices. Je signais tout ce qu'elle me mettait devant les yeux. La peur brute dans son regard. Pas seulement la peur des conséquences, mais une véritable horreur devant ce qui avait été fait, révélait plus que n'importe quel mot. Mon fils avait été faible, naïf, moralement fragile. Mais je ne croyais pas qu'il ait consciemment participé à un plan susceptible de mettre ma vie en danger. « Te rends-tu compte de ce que ça signifie, Richard ?» demandai-je doucement. « Ta femme et ses parents ont peut-être prévu quelque chose de bien pire que de simplement voler ma maison. » Il se couvrit le visage de ses mains, ses épaules commençant à trembler. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai laissé arriver ?» En voyant mon fils affronter l'ampleur de la trahison de sa femme, je ressentis une vague inattendue de compassion. Richard avait pris de décisions terribles. Il m'avait trahi d'une manière qui semblait impardonnable. Mais il était aussi une victime de la manipulation des Sterling, une autre pièce dans un jeu bien plus sombre qu'il ne le comprenait lui-même. « Je dois modifier ma déposition », dit-il soudain en levant les yeux, une détermination nouvelle. « Je dois vous dire tout ce que je sais sur Véronica et ses parents. Tout. » Une révélation dévastatrice avait brisé ce qu'il restait de mon monde. Des éléments suggéraient que les Sterling avaient délibérément compliqué ma convalescence, peut-être même mis ma vie en danger. Le plus choquant fut la découverte d'une police d'assurance-vie sur moi, avec Richard comme bénéficiaire. Confronté à ces preuves, l'horreur et le choc authentique de mon fils me dirent ce que j'avais désespérément besoin de savoir. Bien qu'il m'ait trahi terriblement, il n'était pas impliqué dans cet aspect monstrueux du plan. Tandis que Richard affrontait la vraie nature des actions de sa femme, sa détermination à tout révéler laissait entendre que des secrets encore plus sombres restaient à découvrir. Malgré ma colère persistante, je me surpris à penser que, peut-être, au milieu de ce cauchemar, les premières graines fragiles d'une rédemption pouvaient naître. Pas le pardon encore, mais peut-être la compréhension. 17 propriétés. L'agent Callahan étala une carte sur la table de la salle de conférence, toutes acquises par les mêmes méthodes frauduleuses, toutes canalisées par des sociétés écrans liées au Sterling. 2 semaines s'étaient écoulées depuis les révélations explosives concernant mon dossier médical. J'avais été déplacée dans un appartement sécurisé fourni par le FBI. Seule Gloria et les agents directement affectés à l'affaire connaissaient mon adresse. L'enquête avait pris une ampleur impressionnante, mettant au jour un réseau criminel bien plus large qu'on ne l'avait d'abord pensé. « Et l'infirmière ?» demandai-je, la question qui me hantait depuis que j'avais appris que quelqu'un avait pu délibérément compliquer ma convalescence. « Miranda Jenkins », répondit Rips en poussant un dossier du personnel vers moi. Elle travaillait en soins post-opératoires depuis 3 ans. Nous avons confirmé qu'elle a reçu plusieurs paiements d'une société écran des Sterling, totalisant plus de 25 000 $ au cours des 6 derniers mois. Elle a admis avoir manipulé votre médication. J'avais besoin de toute la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Callahan et Rips échangèrent un regard. « Elle coopère », dit Callahan prudemment. Selon sa déclaration,
On lui a ordonné de prolonger votre période de récupération en ajustant certains médicaments et en introduisant une contamination bactérienne légère lors des changements de perfusion. Mon estomac se noua devant la froideur de cette explication clinique, qui, en réalité, signifiait un mal calculé. Elle aurait pu me tuer. Elle affirme avoir calibré la contamination pour provoquer une hospitalisation prolongée sans risquer votre vie, ajouta Rips, sa voix chargée de dégoût, comme si cela pouvait atténuer ce qu'elle avait fait. Et Véronica? C'est elle qui a orchestré tout ça? La question semblait presque rhétorique. Je connaissais déjà la réponse. Raymond Sterling a pris le premier contact avec Jenkins, confirma Callahan. Mais les éléments indiquent que Véronica en a conçu les détails. Des messages récupérés sur son téléphone contiennent des questions précises sur votre calendrier de traitement, votre régime médicamenteux et vos dates de sortie prévues. Je fermai les yeux un instant, essayant encore d'intégrer la cruauté calculée de tout cela. Ma propre belle-fille avait délibérément prolongé ma souffrance pour gagner du temps. Et l'implication de Richard? Demanda Gloria, exprimant ce que je n'arrivais pas à formuler. Nous n'avons trouvé aucune preuve qu'il était au courant de la manipulation médicale. Son niveau de coopération a été important et nous pensons qu'il est sincère. L'accusation considère son témoignage crucial pour soutenir le dossier contre les Sterling. Au moins un petit soulagement. Mon fils m'avait trahi, mais il n'avait pas conspiré pour me nuire physiquement. La différence était significative, même si elle n'effaçait pas la douleur. Y a-t-il autre chose que je devrais voir? Demanda Callahan en faisant glisser un autre dossier vers moi. Cela provenait de la messagerie privée de Véronica. À l'intérieur, une série d'échanges entre Véronica et ses parents, remontant à presque 2 ans. Ils avaient conçu méticuleusement un plan pour s'emparer de mes biens, en commençant par m'isoler de la famille et des amis, puis en s'appropriant progressivement mes affaires financières, et enfin en me relogeant dans un établissement de soins de longue durée, une fois qu'ils auraient tout sous contrôle légal. Cette froideur me fit trembler les mains en lisant. Ils m'avaient ciblé bien avant que ma chirurgie de la hanche soit nécessaire, voyant mon déclin physique comme une opportunité d'exploitation. Mon hospitalisation n'avait fait qu'accélérer leur calendrier. Et ceci, poursuivit Callahan, est peut-être le plus dérangeant. Il posa devant moi une publicité imprimée pour une communauté de retraite de luxe en Arizona. Elle était accompagnée d'un courriel de Véronica à ses parents. Emplacement parfait pour Isabella une fois que tout sera finalisé. Isolée, supervision minimale, et l'unité mémoire admet des patients sans trop de documentation médicale. Une fois qu'elle y sera, nous aurons le contrôle absolu sur toutes les visites et communications. Ils avaient prévu de m'institutionnaliser, de m'emprisonner de fait dans un endroit loin de tous ceux qui me connaissaient, où je serais facilement oubliée pendant qu'ils profiteraient de leurs gains volés. Des chefs d'accusation supplémentaires seront ajoutés sur la base de ces preuves, expliqua Rips. Maltraitance des personnes âgées, complot et possiblement tentative d'homicide, selon l'interprétation du procureur sur la manipulation médicale. J'acquiesçais, trop submergée pour parler tout de suite. L'ampleur de ce qu'ils avaient planifié, la destruction calculée non seulement de ma sécurité financière, mais aussi de ma liberté et de ma dignité, était presque impossible à assimiler. « Quand puis-je rentrer chez moi ?» demandai-je enfin, la question qui me hantait depuis des semaines. « L'équipe médico-légale a terminé chez vous hier », répondit Callahan. « Techniquement, vous pourriez rentrer maintenant, même si nous recommandons d'attendre jusqu'à ce que nous confirmions qu'il n'y a aucun risque de sécurité. »« Je veux y aller aujourd'hui, » répondis-je fermement. « J'ai besoin de retrouver mon propre espace. » Gloria serra ma main avec soutien. « Je resterai avec toi les premiers jours.
On peut installer une sécurité supplémentaire si nécessaire. Rips acquiesça. Nous pouvons organiser ça. Mais il y a une autre affaire à aborder. Elle hésita un instant. Richard a demandé une autre rencontre avec vous. Il sera transféré dans une prison à sécurité minimale en attendant son procès. Et il a demandé à vous voir avant cela. Mon premier réflexe fut de refuser. La plaie de sa trahison était encore à vif, et je n'étais pas sûre d'avoir la force émotionnelle pour une autre confrontation. Pourtant, quelque chose en moi, peut-être la mère qui se souvenait du garçon qu'il avait été, ne pouvait pas refuser. Demain matin, si cela vous convient, répondit Rips quand je le demandais directement. Après cela, ces visites seront très limitées jusqu'à la fin des procédures. J'acquiesçais lentement. Je le verrai alors. Le même après-midi, je me tins sur mon porche, la clé à la main, hésitant avant de l'insérer dans la serrure. La façade semblait identique, mais je savais qu'à l'intérieur, des étrangers avaient envahi mon espace. Ils avaient planifié ma chute dans un endroit qui aurait dû signifier la sécurité. « Prends ton temps », dit doucement Gloria à côté de moi. « Ça va être difficile. » Je pris une profonde inspiration et tournai la clé. L'odeur familière de ma maison, le reflet du bois, les vieux livres, la légère trace de lavande des sachets que je mettais dans les placards, étaient désormais recouvertes de parfums étrangers et de produits de nettoyage. Il restait des traces de la brève occupation des Sterling dans des détails subtils. Les meubles avaient à peine bougé. Mon orchidée préférée avait disparu de la véranda. De nouveaux rideaux pendaient dans les salons. Dans mon bureau, le bureau ancien d'Anthony avait été tourné vers la porte au lieu de la fenêtre où il travaillait toujours, regardant le jardin. Ce changement minimal me frappa plus fort que je ne l'aurais cru. Ils avaient effacé nos habitudes, notre histoire. Nous pouvons tout remettre comme avant, me rassura Gloria en voyant mon visage. Le refaire, tiens, j'acquiesçais lentement en traversant chaque pièce, notant les changements et les violations. Dans la chambre principale, mes vêtements avaient disparu du placard, remplacés par les tailleurs coûteux de Véronica. Ma simple boîte à bijoux avait été vidée. Les pièces qu'Anthony m'avait offertes au fil de nos années de vie commune n'étaient nulle part. Le FBI a récupéré la plupart de vos bijoux dans le coffre de dépôt des Sterling, m'avait dit Rips plus tôt. Ils vous les rendront une fois qu'ils auront fini de les traiter comme pièces à conviction. C'était un faible réconfort de savoir que des étrangers avaient touché ces souvenirs intimes de mon mariage, n'en jugeant que la valeur monétaire, pas la valeur sentimentale. Dans la cuisine, ma collection de fiches de recettes manuscrites, dont certaines de ma mère et de ma grand-mère, irremplaçables, avaient été jetées, remplacées par des livres de cuisine modernes et brillants, qui n'avaient manifestement jamais servi. Ce mépris me sembla personnel, comme s'ils avaient effacé l'histoire de ma famille, une blessure plus profonde que le vol financier. Tandis que j'évaluais les dégâts, un calme étrange s'installa en moi. Cette maison, ces affaires, avaient été profanées, mais elles étaient toujours à moi. J'avais survécu, j'avais combattu et récupéré ce qui m'avait été pris. La famille Sterling avait sous-estimé ma résilience, mes ressources et ma détermination. Je reste, décidai-je en regardant Gloria. Ce soir, dans ma maison. « Tu es sûre ?» demanda-t-elle avec inquiétude. « On ne pourrait pas recommencer demain ?»« Je suis sûre, » répondis-je, une force nouvelle dans la voix. Je ne les laisserai pas me tenir éloignée de ma maison une nuit de plus. Lorsque la soirée tomba, je m'assis sur le porche arrière avec une tasse de thé, regardant le crépuscule descendre sur le jardin qu'Anthony et moi avions planté ensemble il y a des décennies. Les roses avaient besoin d'être taillées, les hortensias étaient négligées. Mais l'essence de ce que nous avions créé était encore là. Demain,
apporteraient des conversations plus difficiles avec Richard, d'autres démarches juridiques. Le long processus de reconstruire ma maison et ma vie. Mais ce soir, j'avais repris mon espace. C'était un commencement. À mesure que l'enquête avançait, je fis face à une vérité terrifiante. Véronica et ses parents avaient concocté un plan bien plus pervers qu'un simple vol. Les preuves montraient qu'ils avaient délibérément entravé ma convalescence médicale, avec la complicité d'une infirmière corrompue. Ils avaient prévu de m'institutionnaliser dans un établissement isolé et me suivaient depuis presque 2 ans. Bien que Richard semblait ignorant des aspects les plus sombres du complot, la cruauté calculée de ce qu'ils avaient préparé pour moi était trop monstrueuse pour être assimilée. Debout dans ma maison violée, voyant comment ils avaient effacé des traces de ma vie de couple, je compris qu'un long chemin m'attendait. Pas seulement pour récupérer mes biens, mais aussi mon sentiment de sécurité. Demain, j'aurai une nouvelle confrontation avec mon fils, avant son transfert dans un établissement en attente de procès. Une conversation que je craignais, mais que je ne pouvais éviter si je voulais comprendre comment notre famille avait pu se disloquer si complètement. La salle de visite du centre de détention était plus lumineuse que je ne l'imaginais, avec des néons se reflétant sur des murs jaune pâle, dans une tentative ratée d'apporter de la gaieté. Richard était assis à une petite table, vêtu d'un uniforme réglementaire qui flottait sur lui. Il avait perdu du poids depuis son arrestation, le visage tiré, les yeux creux de nuit sans sommeil. « Merci d'être venu », dit-il, quand je m'assis en face de lui. Cette fois, aucun avocat n'était présent. « C'était ton choix, m'a-t-on dit. »« Tu voulais me voir ?» répondis-je, gardant la voix calme. « Me voilà. » Il acquiesça, baissant les yeux vers ses mains qu'il serrait fort sur la table. « On m'a parlé de l'infirmière, de ce que Véronica et ses parents prévoyaient pour toi. »« Oui, » dis-je, sans ajouter davantage. J'attendis simplement. « Je te jure, maman, je ne savais pas. » Sa voix se brisa légèrement. « Je savais qu'il voulait ta maison, ton argent. C'était déjà assez grave, impardonnable. Mais je n'ai jamais imaginé qu'il se tue, incapable d'articuler toute l'horreur de ce qu'ils avaient comploté. »« Je te crois, » dis-je simplement, et il releva brusquement la tête, surpris. « Tu me crois pour cette partie précise ? » ?»« Oui, j'ai vu assez de preuves pour penser que tu n'étais pas au courant de leur projet de me nuire physiquement ou de m'institutionnaliser. Je parlais d'un ton mesuré, objectif, mais tu connaissais leur plan pour prendre tout ce qui m'appartenait. Tu as participé volontairement à ce vol. » Il tressaillit, mais ne le nia pas. « Oui. Pourquoi, Richard ? » La question qui me hantait depuis des semaines sortit enfin. « Tu as grandi avec tous les avantages. Ton père et moi t'avons appris l'intégrité, le respect des autres. Qu'est-ce qui est arrivé à ce garçon ?» Richard resta silencieux longtemps, comme s'il rassemblait le courage d'avouer. « Je me pose la même question chaque nuit dans ma cellule, » répondit-il enfin. La réponse facile, c'est que j'ai été faible. J'avais peur de perdre Véronica si je ne faisais pas ce qu'elle voulait. J'avais peur des conséquences financières si son père révélait mon implication dans des tromperies antérieures. Et la réponse difficile, insistai-je. La réponse difficile, dit-il en me regardant droit dans les yeux, c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à croire que je méritais plus que ce que j'avais gagné, que c'était justifié de tricher si c'était comme ça que j'obtenais ce que je voulais. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Je suis devenue quelqu'un que je ne reconnais pas, quelqu'un dont papa aurait eu honte. La mention d'Anthony, si fier de notre fils, qui rêvait de l'homme qu'il deviendrait, me perça la poitrine d'une douleur vive. Ton père serait déçu, avouai-je sans détour, et moi aussi. Mais je pense que ce qui le décevrait le plus, ce ne serait pas que tu aies fait des erreurs, mais que tu aies trahi tes propres principes pour les cacher. Richard acquiesça, acceptant cette vérité sans excuse.
Les procureurs m'ont proposé un accord. 5 ans, réduit à 3, avec bonne conduite, en échange de mon témoignage complet contre Véronica et ses parents. Tu vas l'accepter ? Oui, répondit-il sans hésitation. C'est plus de clémence que je ne mérite. Nous gardâmes le silence un moment, le poids des conséquences suspendu entre nous. Mon fils passerait des années en prison. La vie qu'il connaissait avait disparu pour toujours. L'avenir radieux qu'Anthony et moi avions imaginé pour lui s'était réduit à cette salle stérile, éclairée par des néons impitoyables. J'ai trouvé quelque chose dans la maison hier, dis-je, changeant de sujet. Au fond du tiroir du bureau de ton père. Je sortis de mon sac une enveloppe usée. C'est une lettre qu'il t'a écrite avant de mourir. Il m'a demandé de te la donner quand je penserais que tu en aurais le plus besoin. Je pense que ce moment est maintenant. La main de Richard trembla légèrement lorsqu'il prit l'enveloppe, la retournant pour voir son nom dans l'écriture inimitable d'Anthony. Je ne savais pas que ça existait, murmura-t-il. Pendant ces derniers mois, il a écrit plusieurs lettres, dis-je. Celle-ci était la dernière. Je le regardais l'ouvrir avec précaution, comme si le papier pouvait se désagréger entre ses doigts. Je restais silencieuse pendant qu'il lisait, observant les émotions traverser son visage. Douleur, honte, puis enfin, quelque chose qui ressemblait à de la détermination. Lorsqu'il eut fini, il replia soigneusement la lettre et la pressa un instant contre sa poitrine, avant de la remettre dans l'enveloppe. « Merci de m'avoir apporté ça », dit-il, la voix plus ferme. J'avais besoin d'entendre sa voix à nouveau, même si les circonstances. Il désigna vaguement notre environnement. « Qu'est-ce que tu feras après ?» demandai-je. « Quand tu auras purgé ta peine ?» La question sembla le surprendre. Peut-être ne s'était-il pas permis d'y penser. Peut-être ne s'attendait-il pas à ce que j'imagine un avenir pour lui au-delà de la punition. « Je ne sais pas, » admit-il. « Ma carrière et mes finances sont terminées. Évidemment, ma réputation, » ajouta-t-il en haussant les épaules. Un geste qui en disait long sur la ruine de sa vie d'avant. « Tu devras te reconstruire, » lui dis-je. « Pas seulement pratiquement, mais moralement aussi. C'est le travail le plus difficile, je sais. » Il hésita, puis posa la question qui pesait le plus en lui. « Pourras-tu un jour me pardonner, maman ?» Je réfléchis avant de répondre, refusant d'offrir des phrases faciles ou de fausses promesses. Le pardon n'est pas un instant unique, Richard. C'est un processus. Pour l'instant, je traite encore la douleur, la trahison, l'impact de découvrir ce que tu es devenu. Je le regardais droit dans les yeux. Je ne sais pas si un pardon total est possible, mais je sais une chose. Tu es toujours mon fils. Ce fait biologique ne change pas. Ce que sera notre relation désormais dépendra des décisions que tu prendras à partir de maintenant. Il acquiesça, acceptant cette réponse partielle avec un calme inattendu. C'est juste, plus que juste. Notre temps touchait presque à sa fin. Un gardien s'approcha, prêt à le raccompagner à sa cellule. Alors que nous nous levions pour nous dire au revoir, il demanda une dernière chose. « La maison, tu vas y rester après tout ce qui s'est passé ?» « Oui, » répondis-je fermement. « C'est ma maison. Je ne laisserai pas ce qu'ils ont fait m'obliger à fuir la vie que ton père et moi avons construite. »« Bien, » murmura-t-il doucement. Papa aurait voulu ça. En le regardant s'éloigner, les épaules droites malgré tout, je ressentis un étrange sentiment de clôture. Ce n'était pas la guérison. Cela prendrait beaucoup plus de temps. Mais c'était le début de la compréhension. Mon fils avait pris des décisions terribles. Il m'avait trahi, d'une manière qui ne serait peut-être jamais entièrement réparée. Mais sous l'homme qui avait participé au stratagème des Sterling, des fragments du garçon que j'avais élevé demeuraient encore. À l'extérieur du centre de détention, Gloria m'attendait dans sa voiture.
un soutien silencieux que j'avais appris à faire confiance durant ces semaines difficiles. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle quand je m'installai sur le siège passager. « Aussi bien que possible », répondis-je, en regardant les feuilles d'automne tourbillonner sur le parking. Il a accepté un accord. 5 ans, peut-être réduit à 3. Et qu'est-ce que ça te fait ? Je pris un moment pour examiner pleinement mes sentiments. Triste, soulagée, encore en colère, mais moins qu'avant. La plupart des choses sont claires maintenant sur ce qui s'est passé et sur la direction que nous prenons. Gloria hocha la tête, comprenant sans qu'il soit nécessaire d'en dire plus. En roulant vers ma vraie maison, récupérée et en cours de restauration, je pensais à tout ce que j'avais vécu ces derniers mois. Du choc de la trahison au combat pour la justice. De l'horreur de découvrir ce qu'ils avaient prévu contre moi, à ce moment de fragile résolution. La route devant moi restait compliquée. Les procédures contre Véronica et ses parents s'étireraient sur des mois. Sécuriser pleinement mes actifs et reconstruire ma vie prendrait du temps. Ma relation avec mon fils, si elle pouvait être sauvée, demanderait des années d'efforts constants. Mais pour la première fois depuis mon réveil après l'opération et la découverte que mon monde s'était brisé, je ressentis un véritable espoir pour l'avenir. Non pas parce que le chemin serait facile, mais parce que j'avais trouvé en moi une force que je n'avais jamais imaginé posséder. En tournant dans ma rue, le soleil couchant baignait la façade de ma maison d'une lumière dorée qui semblait promettre de nouveaux commencements au milieu de tant de faim. Dans la lumière froide et dure de la salle de visite du centre de détention, j'avais enfin entendu la vérité sortir de la bouche de mon fils. Son aveu d'échec moral, d'avoir dévié des valeurs que son père et moi lui avions inculquées. Bien que je l'ai vu sincèrement horrifié par le mal physique que Véronica et ses parents avaient prévu contre moi, il prit l'entière responsabilité d'avoir volé mes biens, acceptant un accord qui l'enverrait en prison pour des années. Je lui donnai le dernier cadeau de son père, une lettre qu'Anthony avait écrite avant de mourir, gardée pour le moment où Richard en aurait le plus besoin. Sa question sur le pardon n'avait pas de réponse facile. Tout ce que je pouvais offrir, c'était la vérité sur la route longue et incertaine qui nous attendait, tous les deux. En quittant le centre de détention, je ressentis une clarté inattendue. Ce n'était pas encore la guérison, mais c'était le premier pas vers la nouvelle réalité qui nous attendait. Ma maison restaurée et la justice en marche, je me surpris à regarder devant moi plutôt qu'à rester ancré dans le passé, reconnaissant une force que je ne savais pas posséder. « C'est le dernier », dit Gloria en posant un portrait de famille sur l'étagère nouvellement installée dans mon salon. 6 mois s'étaient écoulés depuis ma rencontre avec Richard au centre de détention. 6 mois à reconstruire patiemment ma maison, mes finances et mon sentiment de sécurité. On dirait exactement comme ça devrait, commentai-je en parcourant du regard le salon. Les meubles avaient retrouvé leur place, les rideaux avaient été remplacés par des styles que j'aimais, et les traces subtiles du bref passage des Sterling avaient été méticuleusement effacées. « Mieux que comme il faut », répliqua Gloria, en pointant le nouveau panneau du système de sécurité près de la porte. « C'est plus sûr que jamais. » Elle avait raison. Tout ce que j'avais traversé avait mené à des améliorations concrètes. Serrures renforcées, système de sécurité complet, nouveaux protocoles pour mes comptes financiers. La fragilité qui avait permis aux Sterling d'infiltrer ma vie avait été identifiée et fortifiée contre de futures menaces. « Les roses refleurissent aussi », ajoutai-je en regardant par la fenêtre mon jardin, où les premières pousses du printemps commençaient à émerger. J'avais passé des heures à replanter et à soigner les massifs abandonnés durant l'occupation des Sterling, y trouvant une thérapie inattendue et une reconnexion à la terre. Gloria sourit, saisissant la métaphore dans mes mots. Si elles reviennent avec les soins et le temps nécessaires, la guérison est possible. Les mois passés
avait apporté des progrès significatifs. Véronica et ses parents faisaient face à une avalanche d'accusations fédérales, fraude, complot, maltraitance des personnes âgées, avec tentative d'homicide pour la manipulation médicale. Les preuves contre eux, renforcées par le témoignage détaillé de Richard, étaient accablantes. Pour éviter un procès et des peines extrêmement longues, ils avaient accepté des accords. 20 ans pour Raymond, 15 pour Claudia, 18 pour Véronica. L'ampleur de leur réseau criminel s'était révélée encore plus grande qu'on ne le pensait, avec des victimes identifiées dans 3 États. L'infirmière qui avait modifié ma médication reçut 8 ans, peine réduite à 5 en échange de son témoignage sur d'autres patients vulnérables ciblés par les Sterling. L'enquête mit au jour 2 affaires antérieures de propriétaires âgés morts dans des circonstances suspectes après avoir été impliqués dans des investissements immobiliers des Sterling, rouvertes comme possibles homicides. Mon quartier fut épargné du plan de rezonage prédateur. L'opération des Sterling exposée, les propriétés qu'ils avaient acquises étaient rendues à leurs propriétaires légitimes ou à leurs héritiers. La communauté s'était unie, créant un réseau de soutien pour les seniors afin de les protéger contre des escroqueries similaires à l'avenir. « As-tu décidé pour la visite ?» demanda Gloria, me tirant de mes pensées tandis qu'elle servait 2 verres de thé glacé. La visite dont elle parlait était la dernière demande de Richard. À présent, après 3 mois de détention dans un établissement à sécurité minimale, il avait demandé si je considérerais le revoir. Ses lettres, envoyées chaque semaine depuis son incarcération, avaient toujours respecté mes limites, n'attendant aucun pardon, mais montrant constamment son remords et décrivant ses efforts de réhabilitation. « Je crois que j'irai », dis-je, surprise par la certitude dans ma voix. « Pas la semaine prochaine. J'ai la collecte de fonds du club de jardinage, mais peut-être la semaine d'après. » Gloria acquiesça, l'expression soigneusement neutre. « Tu sembles plus calme à propos de cette idée qu'il y a 1 mois. »« J'ai rêvé d'Anthony la nuit dernière, » expliquai-je, et ce souvenir m'a apporté un apaisement inattendu. Nous étions sur la balançoire du porche, à parler comme avant. Il m'a dit quelque chose qui m'est resté. Guérir ne signifie pas effacer la blessure. Cela signifie trouver un sens à la cicatrice. Ça ressemble à Anthony, commenta Gloria avec un doux sourire. Il trouvait toujours de la sagesse dans les moments difficiles. Je me suis réveillée en pensant à Richard, continuai-je, et au fait que certaines blessures ne se referment jamais complètement, mais qu'elles peuvent peut-être mener à quelque chose de significatif. Pas un retour à ce qui était, mais un pas en avant vers quelque chose de nouveau. La sonnette interrompit notre conversation. Sur l'écran de ma nouvelle tablette, reliée à la caméra de sécurité, je vis un livreur tenant une grande composition florale. « Tu attends des fleurs ?» demanda Gloria en se dirigeant vers la porte. « Non », répondis-je, sentant soudain une vieille lassitude. La méfiance ne disparaît pas facilement, malgré les mesures de sécurité. Gloria vérifia l'identité du livreur avant d'accepter le bouquet. Une superbe composition de lys et d'iris, mes préférés. La carte disait simplement « Pensons à toi pour ton anniversaire, ta voisine, Eleanor Jameson ». Je souris, touchée par le geste. Eleanor Jameson avait emménagé dans la maison d'en face 3 mois plus tôt. Une professeure de littérature retraitée, à l'esprit vif et au goût similaire. Nous avions lentement noué une amitié, échangeant des conseils de jardinage et des recommandations de lecture. Elle avait perdu son mari à peu près au moment où j'avais perdu Anthony, ce qui avait immédiatement créé un lien de compréhension. « Quel beau geste !» commenta Gloria en admirant la composition. « Tu construis ici une communauté très solide. » Elle avait raison. Après le scandale Sterling, j'avais décidé consciemment de renforcer mes liens plutôt que de me replier dans l'isolement. Le club de lecture du quartier, que j'avais fondé, se réunissait déjà chaque mois dans mon salon.
le centre communautaire pour seniors, où je faisais du bénévolat 2 fois par semaine, était devenu un lieu d'amitié précieuse. Le club de jardinage m'avait accueilli avec enthousiasme pour mon expertise des roses anciennes, me nommant même responsable de l'exposition annuelle. Ces liens authentiques, librement choisis, étaient devenus ma meilleure défense contre toute vulnérabilité future. Je réfléchissais à la fondation, dis-je, alors que nous nous installions sur la balançoire du patio avec nos tasses de thé. La Fondation Anthony Miller pour la recherche médicale, précisai-je, parlant de l'organisation que mon mari avait créée avant de mourir, pour financer des études sur la rare affection cardiaque qui l'avait emporté. « Qu'est-ce que tu veux en faire ?» demanda Gloria. « Je veux élargir sa mission, » expliquai-je. Ajouter une division axée sur la protection des personnes âgées, soutien juridique, prévention des fraudes, éducation et service aux victimes. Les yeux de Gloria s'illuminèrent d'intérêt. Utiliser ton expérience pour aider d'autres personnes dans des situations similaires. Exactement. Les Sterling avaient des dizaines de victimes avant de me cibler. La plupart n'avaient ni mes ressources, ni les connaissances pour se défendre. Je veux changer cette réalité pour les autres. C'est une idée magnifique, dit Gloria chaleureusement. Anthony serait fier. Je le pense aussi, répondis-je, en regardant le quartier où j'avais réussi à reconstruire mon sentiment de foyer et de sécurité, trouvant un sens à la cicatrice, comme il disait. Alors que l'après-midi glissait vers le soir, nous restâmes dans un silence confortable, regardant les voisins rentrer du travail et les enfants jouer dans les jardins voisins, le pouls de la communauté battant autour de nous. Le traumatisme de ce que j'avais vécu ne disparaîtrait jamais complètement. Il y aurait toujours des moments d'alerte intense, des échos de trahison surgissant soudain. Mais ces cicatrices ne définissaient plus mon quotidien. Elles étaient devenues une source de sagesse, d'empathie plus profonde et de but renouvelé. Plus tard, quand Gloria partit, je m'assis au bureau d'Anthony, désormais replacé correctement devant la fenêtre donnant sur le jardin. Et je commençais à esquisser la structure de la nouvelle division de la Fondation. En travaillant, j'ai l'impression que tout prenait sens, comme si un cycle se refermait. Les Sterling m'avaient choisi parce qu'ils voyaient une veuve âgée, fragile, facile à exploiter. La Fondation transformerait cette expérience douloureuse en protection pour beaucoup d'autres. Demain apporterait de nouveaux défis. Une réunion avec le conseil d'administration, les préparatifs de ma future visite à Richard, la restauration du jardin négligé durant mon absence. Mais pour la première fois depuis des mois, j'attendais ces défis avec un véritable enthousiasme, pas seulement avec de la détermination. Mon téléphone sonna, interrompant mon travail. C'était Eleanor, la voisine d'en face, appelant pour s'assurer que les fleurs étaient bien arrivées et pour m'inviter à un concert de musique de chambre le week-end suivant. En parlant avec elle, je compris à quel point ma vie avait changé en 6 mois depuis que j'avais repris ma maison. La trahison avait brisé quelque chose d'essentiel en moi. Ma confiance de base en la famille, en la protection que les espaces familiers sont censés offrir. Mais de cette rupture avaient émergé de nouvelles forces, de nouvelles connexions, un but différent qui n'aurait peut-être jamais vu le jour autrement. Trouver un sens à la cicatrice, murmurai-je pour moi-même en raccrochant. La sagesse d'Anthony résonnait dans mon esprit, non pas effaçant la blessure, mais lui permettant de se transformer en quelque chose de significatif, en quelque chose qui, avec le temps, pourrait devenir une forme de beauté. 6 mois après avoir affronté Richard, je me trouve dans une phase de renouveau inattendu. Ma maison restaurée et le jardin refleurissant, j'apprends que Véronica et ses parents
ont accepté de longues peines de prison. Leur vaste réseau criminel a enfin été démantelé. Le quartier qu'ils visaient s'est uni dans une défense mutuelle, tandis que j'ai forgé de nouvelles amitiés et des liens communautaires qui enrichissent mon quotidien. Lorsque Richard demande une nouvelle visite dans la prison à sécurité minimale, je décide, inspirée par un rêve avec Anthony, que je suis prête à franchir ce pas, non pas dans l'intention d'effacer ce qui s'est passé, mais de trouver un sens à l'expérience douloureuse. Ce but prend une forme concrète dans mon projet d'élargir la Fondation Anthony Miller pour la recherche médicale, afin d'y inclure des services de protection des personnes âgées, transformant mon traumatisme personnel en bouclier pour d'autres qui pourraient devenir victimes. En m'installant dans ce nouveau chapitre, je réalise que, même si la trahison a brisé quelque chose d'essentiel en moi, cette rupture a ouvert un espace pour une croissance inattendue, de nouvelles connexions et une sagesse plus profonde sur ce qui compte vraiment. Dans le temps qu'il me reste, cette histoire nous rappelle que les méchants seront tôt ou tard démasqués et punis, tandis que ceux qui gardent un cœur droit trouveront la justice et la paix qu'ils méritent. Avec amour et respect.